Pour cette édition 2020 de la Fête de la Science, vous avez été très nombreux à poser des questions à Arnaud. Ingénieur de recherche à l'UMR Entropie, un laboratoire de biologie marine qui étudie les écosystèmes marins. Arnaud travaille sur la dynamique de population des coraux pour comprendre comment fonctionne cet écosystème et donc mieux le préserver. Et il adore la plongée sous-marine. N'est-ce pas Arnaud? Dis-nous Arnaud, est-ce que les coraux sont des végétaux? Alors non, les coraux sont des animaux et ils font partie des embranchements des cnidaires. Oula, ça commence avec des mots compliqués. C'est quoi les cnidaires? Alors les cnidaires, ce sont des groupes d'espèces qui ont des mêmes particularités morphologiques, physiologiques, etc. Et qui peuvent comprendre notamment les méduses, les anémones et notamment les coraux. Ils ont l'apparence de petites anémones qui vivent en colonies, qu'on appelle polypes. Et ces polypes-là sont capables de créer d'énormes structures calcaires qui peuvent être visibles depuis l'espace, notamment avec la Grande Barrière de Corail en Australie ou encore les récifs qu'on peut observer à l'ouest de la Réunion. Ok, c'est compris. En fait, ce sont des millions de petits animaux serrés les uns contre les autres qui forment les coraux. Mais du coup, comment ils se développent? Les coraux ont besoin des végétaux pour se développer. Ils ont dans leur tissu des microalgues qui est chargé de leur apporter de l'énergie par la photosynthèse. Et en échange, les polypes vont permettre aux microalgues d'avoir un abri et un milieu stable pour se développer. Oui, en fait, ils se rendent service. Les microalgues apportent de la nourriture aux polypes et les polypes protègent les microalgues. Sympa! Les microalgues apportent de l'énergie et les polypes apportent une stabilité du milieu et un abri pour les microalgues. C'est exactement ce que j'ai compris. Faut dire que c'est facile quand c'est bien expliqué. Prochaine question. Pourquoi certains coraux sont blancs et d'autres colorés? Alors les coraux présentent des couleurs très variées, allant du jaune en passant par le bleu, le marron, etc. Et ça peut être parfois très varié au sein même d'une même espèce. Ces couleurs-là sont dues aux microalgues qui sont présents dans les tissus du polype et qui donnent toutes ces couleurs. Généralement, les coraux très colorés sont des coraux qui sont en bonne santé. Lorsqu'il y a un stress environnemental, c'est-à-dire une modification de l'environnement qui va être stressante pour les coraux, ces coraux-là vont expulser les microalgues présents dans leur tissu et qui sont responsables de la couleur. Comme il n'y a plus de microalgues, les polypes étant transparents, on va observer uniquement le squelette blanc du corail. Mais du coup, le corail n'est pas forcément mort quand il est blanc. Le blanchissement est principalement dû à l'augmentation anormale des températures, notamment liée au réchauffement climatique, comme ça a été le cas sur la Grande Barrière de Corail en Australie en 2016 et 2017. La bonne nouvelle, c'est que si les conditions environnementales redeviennent favorables, les polypes vont pouvoir recapter des microalgues qui vont redonner la couleur aux coraux et ils vont pouvoir continuer leur croissance et leur développement. Ah, merci Arnaud. On adore les bonnes nouvelles. Pourquoi étudier les récifs coralliens alors qu'on pense qu'ils vont disparaître? Alors justement, tout l'enjeu de nos recherches est d'éviter que ces coraux disparaissent, parce qu'on sait que les coraux représentent 25% de la biodiversité marine et apportent un certain nombre de services écosystémiques comme la pêche, le tourisme, la protection côtière, qui permettent à 500 millions de personnes de vivre. 500 millions de personnes vivent grâce à la présence des coraux? Ça vaut vraiment le coup de les préserver. Nos études vont pouvoir permettre de mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes coralliens et donc de prévoir leurs réactions face au changement climatique. Suite à ça, on va pouvoir anticiper ces réactions, donc le déclin des récifs coralliens, avec des mesures de conservation comme la mise en place d'aires marines protégées ou une meilleure gestion du littoral ou encore la mise en place de programmes de restauration corallienne. Et elle arrive quand la bonne nouvelle? Alors récemment, de nombreuses études ont montré une capacité d'adaptation assez importante des coraux, alors notamment avec des coraux qu'on a retrouvés dans des mangroves, notamment en Nouvelle-Calédonie, où l'eau est beaucoup plus chaude et beaucoup plus acide. Et donc toutes ces observations peuvent donner de l'espoir sur l'adaptation des coraux à travers le temps. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Est-ce que les coraux se développent sur les coulées de lave submergées de l'île de la Réunion? Alors dans un premier temps, les coulées de lave vont détruire tout l'écosystème qui a été mis en place. Elles vont ensuite refroidir puis se stabiliser. Et on va avoir l'apparition d'espèces pionnières, qui sont les espèces qui vont coloniser en premier l'environnement. On va ensuite avoir l'arrivée d'autres espèces de coraux, etc., qui vont pouvoir former des habitats pour les poissons, pour les invertébrés, et on va avoir une recolonisation de tout le substrat présent, et on va avoir une stabilisation de l'écosystème, un petit peu comme ce qu'il y avait avant. Ok, bon, pour faire simple, la coulée de lave détruit tout, et après tout redevient comme avant. Ouais. Juste par curiosité, comment tu es tombé là-dedans? Je suis un amoureux des fonds marins, donc j'adore étudier ce genre de choses. Merci Arnaud, à bientôt!